Alors on vous a laissé quelques images. On a été faire une petite pause, un petit café parce que la Web TV, c'est ça aussi. On est là depuis ce matin, un petit peu moins qu'hier parce que hier c'était déjà 4h du matin, voire 3h du matin. Et vous avez pu voir des belles victoires hein, sur ce cross du Mont Blanc, victoire norvégienne, hein, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et puis un plateau assez exceptionnel dans le top 10, donc aussi bien masculin que féminin. Alors on aura tout le long de l'interview de mon invité la queue du peloton, hein, c'est-à-dire avec les serre-fils. Il faut savoir qu'on a aussi des serre-fils. Parfois aussi on peut mettre en place des brigades vertes, ce qu'on appelle les brigades vertes. Et ça va aussi faire la transition avec mon invité pour nettoyer les sentiers parce que aussi il faut respecter. Et puis je pense que de plus en plus, hein, on a cette attitude éco-citoyenne, on la voit. Hein. On voit de plus en plus des sentiers quand même assez propres. Sur certaines courses, malheureusement encore, le message n'est pas forcément bien passé. Et je crois qu'il faut faire passer ce message de conserver cette nature, on va dire, sur l'environnement, sans avoir un message rétrograde. Regardez, ce sont les derniers concurrents de ce cross du Mont Blanc. Ça veut dire que ça va quand même assez vite. Hein, et que la performance maintenant, les gens s'entraînent, les gens savent s'entraîner, savent gérer leur effort. Et puis, on n'est pas dans la marche. Hein, vous voyez, on est là sur ce cross du Mont Blanc sur un format athlétique. Alors, j'accueille sur ce plateau Nicolas Évrard, qui est maire de Servoz, mais aussi vice-président de la communauté de communes de Chamonix. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors vous allez nous parler, vous, de pas mal de choses. Hein. Des choses, n'ayez pas peur hein, sur les termes, on va parler de dimension transfrontalière, d'écotourisme hein, et d'itinérario. Alors une première petite question, cet événement sur la vallée, c'est un événement phare, hein. On a vu, il y a l'Ultra Trail du Mont Blanc au niveau trail, hein, au niveau événement course à pied. On a aussi le Trail des Aiguilles Rouges, mais ce sont des gros événements et qui apportent pas mal de monde sur la vallée. Oui, c'est un vrai plus. Pour nous, c'est vraiment l'ouverture de la saison d'été. Il faut le dire clairement, quoi. Et de voir Chamonix aussi bien remplie et aussi vivante sur ce week-end de juin, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc on a là, effectivement, hein, j'entendais tout à l'heure Fabienne Ravanel en parler, mais on a là quelque chose, un engouement qui pour nous est très moteur. Il nous redonne du lien entre justement la course, le sport, et puis notre montagne, nos espaces naturels. Et c'est pour ça que ce marathon du Mont Blanc, comme tous ces événements que vous venez de citer, sont évidemment importants pour nous, pour toute la vallée, hein, de Servoz jusqu'à Valorcine. On est très motivés pour le trail. Ouais, alors on parlait un peu en off ensemble de notions éco-citoyennes afin de plein de petites choses. Alors, vous avez des choses à nous dire parce que vous avez des petits projets. On en parlera tout à l'heure sur une course. Mais qu'est-ce que c'est que la dimension transfrontalière ? Ce territoire, vous savez, il existe culturellement, environnementalement, économiquement et socialement sans doute aussi avec nos voisins valaisans et nos voisins valdôtains. La vallée d'Aoste, le Valais, donc la Suisse et l'Italie, elles sont liées dans une histoire commune depuis plusieurs siècles. Et autour du Mont Blanc, et les trailers connaissent bien justement ce tour du Mont Blanc, il se passe quelque chose qui est permanent. Hein. C'est pas simplement lors d'événements, c'est pas simplement pendant la saison touristique. Ça fait des siècles que les familles vivent, travaillent ensemble. Et donc effectivement, cette dimension transfrontalière, elle reste pour nous un grand projet politique, dans le sens où on a envie justement que, les choses s'organisent par exemple autour du Grand Genève, hein, ou pour ceux qui viennent du nord de la France ou de l'est de la France, autour de l'île Roubaix, et avec Courtrai ou d'autres, comme aussi autour de Strasbourg et Kiel, ici, autour du Mont Blanc, il se structure des choses, des échanges en matière de transport, en matière de gestion des espaces naturels, en matière économique maintenant. Et puis bien sûr en matière culturelle et touristique, mais on sent qu'effectivement cette dimension transfrontalière qu'on appelle l'espace Mont Blanc, elle est un territoire, un seul territoire, avec 3 cultures et 3 pays, et puis une histoire commune, qui fait qu'aujourd'hui on a envie que ces 100 000 habitants permanents autour du Mont Blanc vivent et partagent un certain nombre de choses ensemble. C'est vrai qu'on est dans un territoire de montagne. On accueille aussi pas mal de personnes qui sont ici du milieu urbain. Comment pouvoir réaliser en fait ce mélange, parce que on sait très bien, on dit souvent les montagnards ils sont un peu reclus et c'est vrai que la montagne c'est quand même un élément, un environnement bien particulier.
assez sauvage, justement sur la réserve, et de voir arriver autant de monde, est-ce que la perception, elle évolue des gens, voilà, des personnes ici qui sont issues d'un milieu rustique, très rude, montagnard. Est-ce qu'il y a une évolution des mentalités qui se creusent, ou il y a toujours quand même cette mentalité montagne, on va dire? Il y a évidemment cette mentalité montagne, et elle reste notre atout principal, j'ai envie de dire. C'est ce qui fait aussi notre force, notre capacité de nous adapter à ces conditions un peu particulières, à cet environnement fragile. Mais vous savez, vous êtes ici dans la vallée de Chamonix. Et autour du Mont Blanc, et plus particulièrement ici, l'histoire du tourisme, c'est 250 ans. Ça fait 250 ans que les Anglais, les Genevois et finalement toute une partie de la planète vient ici. Ça fait sans doute encore plus longtemps que nos familles locales vont travailler à l'extérieur. C'est un territoire d'immigration et d'émigration. C'est un territoire de migration. C'est un territoire qui est entre deux cols. Donc ça a toujours circulé depuis l'Empire romain, voire peut-être même avant. Donc en réalité, si on peut passer pour des gens qui ont des caractères un peu trempés, on va dire montagnards justement, pour rester dans la thématique, eh bien c'est aussi peut-être pour se garder le meilleur pour nous, pour se protéger un peu, pour protéger notre environnement, mais ça n'empêche pas aussi une vraie tradition d'accueil et d'être content de voir les gens venir. Comme je vous le disais un peu en ouverture justement de notre entretien, c'est pour nous important de voir les gens venir, d'être content de passer un bon moment et de les voir repartir avec le sourire et l'envie de revenir. Et on sait qu'on doit travailler pour que justement ils puissent revenir dans de bonnes conditions. Alors c'est vrai qu'on parle de capacité d'accueil. Le maire de Servoz nous disait hier, évidemment, il y a une... non, c'est vous le maire de Servoz, excusez-moi. J'ai reçu quand même pas mal, voilà, maire des Ouches, exactement, qui me disait on a une capacité d'accueil énorme ici, parce qu'on est habitué finalement. On parle aussi d'écotourisme. Alors l'écotourisme, ça consiste en quoi exactement? Ça consiste à avoir de provoquer une attitude au niveau des touristes, ça veut dire ça? C'est évidemment tout un travail de sensibilisation, presque d'éducation à l'environnement, et ça, la vallée et puis nos institutions, la communauté de communes, les communes, participent beaucoup à ça depuis longtemps. On est très investi là-dessus, à travers notamment un certain nombre de lieux qui souhaitent expliquer justement à nos touristes, aux résidents secondaires qui sont là presque toute l'année avec nous en réalité, et puis même aux habitants locaux, ce qui n'est pas anodin de vivre ici. Même pour une journée, même pour 2 jours, même pour une semaine, peut-être pour une vie, eh bien, ce n'est pas tout à fait pareil qu'effectivement en ville, qu'il y a des choses à considérer. On parle beaucoup des risques naturels, c'est très médiatique, mais également tout simplement faire attention. Voilà, quand on est sur un sentier de montagne, il faut regarder, il faut être attentif, il faut pas faire n'importe quoi. Et justement, s'il y a un sentier, c'est pour ne pas marcher forcément dans l'herbe où il peut y avoir des fleurs très rares et une biodiversité très riche et fragile. Donc effectivement, on a un vrai travail de pédagogie, d'éducation à l'environnement, qu'on souhaite effectivement aussi moderniser, ne pas le faire de façon rigoriste, triste et un peu contraignante. On essaye d'expliquer les choses de façon ludique. Donc c'est le cas dans beaucoup d'animations que nous organisons toute l'année à destination des enfants comme je vous le disais, locaux qui habitent ici ou des enfants qui passent comme ça quelques jours avec leurs parents ou leurs grands-parents. On souhaite leur expliquer cela de façon très ludique. Et puis on a mis en place, vous l'évoquiez tout à l'heure, tout un système numérique, parce qu'on sait aussi qu'aujourd'hui on est dans la culture du numérique, on est dans le 21e siècle et qu'on ne va pas utiliser les techniques du 19e pour continuer d'expliquer les choses. On ne serait plus du tout en phase. Donc on a développé un certain nombre de produits innovants, et notamment tout le travail autour d'Itinério, qui est en fait une grande mise en scène participative de cette éducation à l'environnement et au patrimoine dans toute la vallée, à travers 120 points d'intérêt, 120 lieux où effectivement on va expliquer ce que c'est que la forêt, ce que sont les alpages, ce que c'est que l'histoire du Majestic par exemple, ou des grands bâtiments du 19e de Chamonix, ou d'autres lieux comme ça. Et justement d'essayer de faire participer à travers ça les associations, les professionnels, les scientifiques de la vallée, parce qu'on sait aussi que quand on vient dans cette vallée, c'est pour y découvrir des personnalités, c'est pour vivre avec eux, partager un moment. Et donc effectivement, c'est important pour nous d'avoir réussi à faire un projet participatif où les uns et les autres ont pu se rencontrer, et des gens qui n'étaient pas dans le tourisme. Il y a des grands scientifiques dans la vallée, notamment des glaciologues ou des spécialistes de la biodiversité,
qui ont pu expliquer justement à travers cette application, à travers ces tablettes, dans un produit plus numérique, avec des petits films, ce que c'est que la biodiversité dans la vallée, les chocards, les fameux chocards. Itinério, on peut aller surfer sur Internet, on trouve facilement. Absolument, on trouve facilement, et puis on trouve facilement sur vous savez, les Apple Store ou autres magasins d'applications en ligne, mais également on peut le louer dans tous nos offices du tourisme de la vallée, une petite tablette assez solide, et justement vous pourrez vous promener dans différents itinéraires, dans toutes les communes, tous les villages de la vallée, et puis dans le train aussi. Il y a 2 itinéraires, un à la montée, un à la descente, où tout est expliqué, les paysages. On peut imaginer que les personnes ici présentes qu'on voit dans ce sentier peuvent être sensibilisées, peuvent venir uniquement pour l'aspect sportif, même si l'aspect sportif compte beaucoup. On vient faire le cross du Mont Blanc, c'est marqué à notre palmarès, on a la médaille, on a le t-shirt, mais pas que. Ça veut dire que aussi quand on est passionné d'une activité comme le trail, ça englobe aussi d'autres thématiques sur l'histoire de la montagne, l'histoire de la vallée de Chamonix par exemple, et puis aussi de découvrir pas mal de choses. C'est ça un itinérario. C'est exactement ça, c'est l'idée de découvrir autrement, découvrir comme si on avait toujours vécu ici, même si on n'y passe que quelques heures. C'est de comprendre le lieu où on passe un moment. C'est aussi, et je crois que c'est un des attraits du trail, c'est aussi de mieux comprendre les paysages. C'est ce qui est fascinant, vous savez, le côté le guide ou le passionné, l'alpagiste, le berger qui va vous expliquer l'histoire peut-être mythique et légendaire, mais de tel ou tel sommet ou de tel et tel alpage, il peut y avoir la performance sportive et nous l'encourageons, nous aimons ça, mais on peut aussi l'accompagner d'informations plus naturelles ou naturalistes ou plus culturelles. Et c'est l'idée d'itinéraire. On peut parler aussi d'accessibilité à la pratique de la montagne. Vous ne pensez pas que quand même la pratique du trail est déjà un premier pas, quand bien même il faut prendre conscience après que ce que fait un Kilian Jornet, qui est parfois décrié dans le milieu de l'alpinisme, mais qui est aussi vraiment ici un précurseur dans le milieu, mais ça peut être un premier pas en fait dans la connaissance de la montagne. Oui, je crois que le trail, on l'évoquait en aparté, puis vous le disiez à travers quelques mots, c'est aussi une école d'humilité. Et la pratique de la montagne, c'est d'abord l'humilité. Même si les performances s'améliorent de façon incroyable finalement ces dernières années, et le trail y participe largement, c'est aussi une façon de comprendre son corps et de comprendre le rapport de son corps avec l'effort, comment on le gère, mais également avec la montagne, la pente, quand on monte, mais aussi quand on descend. Et on sait que c'est pas forcément le plus simple non plus, surtout quand les conditions sont mauvaises. Et on voit d'ailleurs dans les différentes courses que là aussi, les participants s'améliorent et s'entraînent au trail en montagne, sachant qu'il est évidemment pas pareil que des courses en bord de mer ou sur des endroits plus plats. Les enjeux sont pas tout à fait les mêmes. Il faut un pied un peu plus agile. Non seulement un pied agile, et puis aussi des choses que l'on oublie souvent parce que là, on est à 1800 mètres d'altitude, mais aussi cet effet de l'altitude sur le corps. On peut imaginer quand on monte déjà à 2000, 3000 mètres, 4000, l'effet sur le corps n'est pas le même. Aussi, vous êtes sensible bien sûr à la pratique de l'alpinisme. Donc est-ce qu'il y a des ponts qui, à votre avis, peuvent être réalisés? On le voit avec Kilian, mais est-ce que justement ces ponts, c'est vraiment adressé à des grands spécialistes? Et là, on est sur un autre secteur. Oui, il y a des ponts dans tous les cas parce que les pratiques sont les mêmes. L'exemple de Kilian Jornet est assez emblématique d'un niveau de très haute élite. Et il faut considérer ça. Pour autant, on sait aussi, et ce n'est pas nouveau, qu'il y a des alpinistes qui font aussi des performances. Ça se fait peut-être un peu moins maintenant, mais on a connu la série des 4000 en quelques jours. Ça existait. Donc finalement, les réflexions sont un peu les mêmes. Comme le ski alpinisme a un engouement énorme, et Kilian d'ailleurs pratique particulièrement bien aussi. On sait qu'il peut y avoir dans ces différentes pratiques à la fois la technicité. On va chercher une voie plutôt très originale, voire nouvelle, mais aussi peut-être la rapidité de l'exécution et du coup de s'équiper de façon plus légère. Et je crois que c'est la démarche que porte Kilian. Bon, après, il faut effectivement savoir que c'est un très très grand champion et que tout le monde ne peut pas faire ça, comme tout le monde ne peut pas accéder à tous les sommets du premier coup. Est-ce que justement, la question c'était est-ce que l'alpinisme doit se démocratiser et se massifier un petit peu comme le trail? C'était aussi la question qu'on se pose parce qu'on est quand même dans un univers complètement particulier et on le voit
voit, hein, il y a quand même tous les ans des accidents, Bien des sûr. problèmes. Parce que la montagne, en fait, ici, la moyenne montagne, on parle en fait d'extrême, mais de l'extrême de masse. Est-ce qu'on est là après dans l'extrême de performance, vers l'extrême d'aventure? Parce que des fois, quand on ouvre des nouvelles voies, c'est de l'extrême d'aventure. L'extrême de performance, et quand même, c'est un secteur différent peut-être dans l'alpinisme. Oui, complètement. On est là vraiment sur, on le disait, hein, le top du top en matière physique, en matière psychologique, de gens qui sont tout de même très très entraînés. Pour autant, c'est emblématique. Vous savez, on vit ici, on skie tout l'hiver, on a accès à des endroits, à des couloirs finalement de façon assez facile, mais des couloirs très dangereux qu'il faut bien connaître, qui sont finalement ouverts, même aux plus grands champions comme Aurélien Ducrot ou d'autres, que quelques heures finalement, quelques jours. On n'y va pas. On n'y va pas quand on n'est pas effectivement de grands champions. Je pense que c'est ça la première pédagogie qu'il faut avoir, et mettre en place, c'est l'humilité. On ne peut y aller que si on a le niveau, sinon c'est stupide. C'est objectivement et ça, stupide. il faut C'est apprendre plus de la aussi, performance. comme il faut apprendre dans le trail aussi, Exactement. à être humble aussi par rapport à ses performances. On va finir et on va parler en fait de votre petit projet de course. Hein. Moi, je vois, j'ai la plaquette les foulées du sel. Moi, je trouve ça très original. Hein. Mettez du sel dans votre énergie parce que, en fait, au-delà d'être une course, c'est plutôt un éco-challenge. C'est ça, donc c'est samedi 4 juillet 2015. Vous allez nous en parler en quelques mots parce que c'est vraiment sympa cette initiative qui a été construite avec la Société d'économie alpestre. Hein. Donc vous voyez, c'est les acteurs de l'alpage, de la montagne agricole finalement. Et l'idée a été de mettre en place cet éco-challenge en disant, bah voilà, les gens aiment courir, aiment parcourir de plus en plus vite les sentiers de montagne. Et nous, on a besoin de faire monter du sel en alpage, justement pour les bêtes, pour qu'elles aient, je dirais, une vie à peu près normale dans ces altitudes et sur ces terrains encore très naturel et très sauvage. Donc comment faire ? Eh bien finalement, essayons de rapprocher deux mondes, ce monde finalement du sport, du trail, et puis ce monde de l'alpage et du pastoralisme. Et voilà, depuis quelques années, nous organisons à Lapendant, sur la montagne de Lapendant, hein, justement au-dessus d'Argentière, à partir du Lavancher, eh bien tous les ans, cet éco-challenge des foulées du sel. Donc on confie à chacun qui veut participer un sac ou plusieurs sacs de sel. Et puis en fait, on peut en prendre plusieurs. On peut en prendre plusieurs. Si justement on veut charger la caisse, comme on peut charger la mule. On peut charger la mule. Et puis l'idée, c'est surtout de partager au final un bon moment de convivialité avec justement des produits d'alpage. Et puis de mieux découvrir le monde des bergers. 3 kilos hein, quand même les sacs. Hein. Tout de même. Si on en prend plusieurs, ça peut aller vite. Les bergers sont aussi souvent des grands sportifs. Et Kylian, je crois, a bien vécu aussi dans ce monde des alpages. Et voilà, donc on sait que l'histoire du trail, finalement, n'est pas si loin que ça de l'histoire des bergers de montagne. Tout à fait. Moi, je trouve ça extraordinaire de pouvoir rapprocher finalement la vie quotidienne des alpages à assimiler au trail. On se dégage un petit peu de cet aspect sportif, mais pas que. Finalement, on s'y retrouve. Écoutez, on vous remercie beaucoup d'être passé et de nous expliquer toutes ces choses très intéressantes qui sont liées à la montagne, à la course de montagne, au trail et qui sont vraiment liées. On vous souhaite beaucoup de participants sur ces foulées du sel. Hein. Vous avez écouté samedi 4 juillet, venez nombreux faire les foulées du sel. Monsieur Nicolas Évrard, maire de Servoz et vice-président de la communauté commune de Chamonix, on vous remercie. On vous souhaite une belle journée, de suivre certainement les courses et puis je crois que vous avez déjà des challenges à préparer pour l'année prochaine, je crois, avec différents administrés. Donc je vous laisse aller vous préparer, aller dans les sentiers et puis passer une belle journée sur la vallée de Chamonix. À bientôt. Merci. Nous, on va se retrouver tout à l'heure en direct. Vous avez encore le direct à l'arrivée et puis on se retrouvera tout à l'heure. J'aurai le plaisir d'avoir... on va peut-être pouvoir l'avoir. Oui, alors il est pris. On le prendra cet après-midi. On va voir Fred Bousseau tout à l'heure cet après-midi avec Magazine Endurance Pack qui nous fera un petit point sur le cross du Mont Blanc. Cette journée, c'est bien d'avoir un petit point avec Fred. Tu seras là cet après-midi, j'espère, avec nous. Et nous, on se donne rendez-vous à 13h sur la ligne de départ pour le départ du 10 km. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Bon appétit si vous passez à table. Bonne fin de course du cross du Mont Blanc. Bonne arrivée. Et puis je vous dis à tout à l'heure.